Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est les quelques notes de piano et les 7 plans d'un opening qui vont vous faire tomber amoureux de la plus grande série de science-fiction de cette année, voire de tous les temps. C'est fou de se dire qu'une musique peut tout de suite vous faire comprendre que ce que vous vous apprêtez à voir va être un banger absolu. Genre, si je vous mets ça, ou ça, votre cerveau vous envoie immédiatement une dose de kiff. Vous savez que vous allez passer un pur moment. Mais on n'est pas là pour savoir si la fin de Game of Thrones était bâclée ou non, bien sûr qu'elle l'était. Si je suis là, c'est pour vous parler de la meilleure série de SF de votre vie, et, bande de chanceux que vous êtes, vous ne l'avez encore probablement pas vue. Je vous garantis que vous allez prendre une énorme claque. Your time is short. You're so close. This is Ozzy 9 of the planetary freighter ship Demeter 227. Oh God. Is there anybody out there? If anyone is hearing this, I need rescue now. Now, please. Please. Déjà, sachez que cette série est acclamée, que dis-je, louée, adoubée par la critique qui a eu la chance de la mater. Alors oui, Rotten Tomatoes et Metacritics, c'est pas l'alpha et l'oméga, et vous avez raison, il faut se faire son propre avis. Mais c'est pour vous poser le décor. Alors du coup, c'est quoi Scavenger Rain? Le pitch est assez simple. Les membres d'équipage d'un vaisseau spatial endommagé ont dû s'éjecter de celui-ci pour se réfugier sur la planète la plus proche, Vesta Minor. Et voilà, c'est tout, rideau. Et encore ça, c'est si vous avez prêté attention à l'opening. Qui sont ces gens? Qu'est-il arrivé à leur vaisseau? Pourquoi était-il là? C'est quoi cette planète? Où allait-il? Occupe-toi de ton oseille Mireille, ici il n'y aura pas d'exposition, de scène d'intro où on vous tient la main pour tout vous expliquer. C'est une série pour adultes, donc il va falloir vous débrouiller. Vous allez vite comprendre, dès le premier épisode, que la série a un ton très particulier. On sent bien que les créateurs du show veulent nous mettre dans la même sauce que leurs personnages, perdus et plongés de force dans un monde nouveau. Qu'on se comprenne bien, si on vous lâchait là, immédiatement, dans ce qui ressemble le plus à une planète hostile chez nous, disons l'Amazonie ou Argenteuil, vous feriez quoi? On reste dans un déni des plus total? On panique? Ou on se bat? On pleure? Ou on crie? On tue? Ou on s'isole? Chacun aura sa propre façon de réagir et l'exploration de ces réactions humaines face à la nature est un des thèmes de Scavenger Rain. Très vite, on va faire la connaissance de nos 6 personnages principaux. Azzy, Kamen, Ursula, Sam et Levi, le robot d'assistance. Chacun avec sa propre façon de survivre à cette situation. Alors, on va pas vous spoiler et on vous laisse choisir le perso qui vous ressemble le plus. Ici, on est plutôt Team Azzy en tout cas. Et oui, je sais, bande de génies que vous êtes, je suis sûr que vous avez remarqué que j'ai dit qu'il y avait 6 personnages principaux. Et si vous êtes chanceux, vous avez été suffisamment loin dans vos études pour savoir compter. Il en manque effectivement un, le plus compliqué d'entre eux, Vesta Minor. Chaque élément de cette planète semble avoir une utilité. Chaque moustique, chaque brin d'herbe, chaque paix de buffle est là pour une raison. Cette symbiose naturelle, c'est un des thèmes sur lesquels les créateurs semblent avoir voulu appuyer, mais on y reviendra plus tard. Toujours est-il que Vesta Minor offre à Scavenger Rain un vrai sentiment de planète alien. Cherchez dans votre mémoire la dernière fois qu'un monde vous a paru aussi vivant. Le seul exemple un peu crédible qu'on ait trouvé, ce serait Pandora, la planète d'Avatar. On en ressort avec presque un début de bronzage tellement l'ambiance et les décors sont paradisiaques. Cependant... Faisons un petit exercice de psychologie, ok? Bon, vous voyez le truc où un psy vous tend une image là, avec une tâche. Allez, pas de mytho. Vous voyez quoi là? Un gros matou, un ptérodactyle, une baleine, un tricératops, un singe. Et là? Et ouais, vous saisissez l'idée. Et comment on fait pour rendre une planète inconnue encore plus immersive qu'en ayant des créatures indescriptibles? On laisse les personnages agir.
Il nous faudra 3 minutes pour entendre les personnages principaux parler. Et 3 minutes sur un show de 20, c'est super long. Is everything okay? I can't believe we did it. Yeah. Et même l'intro mise de côté, la série a un nombre de dialogues assez limité. C'est le fameux show don't tell. En français, n'explique pas, mais montre-nous. Technique assez employée dans les bons films pour faire comprendre des émotions à un public, en misant sur le jeu des acteurs plutôt que sur le script. Petit exemple de scène où cette technique se trouve être relativement efficace. Donc là, désolé du spoil, mais ça fait 23 ans. Putain qu'on est vieux. Boromir vient de s'emparer de l'anneau unique pendant un court instant, avant de le rendre à Frodon et dire « Et c'est là que se glisse un plan d'Aragorn desserrant sa main autour de son épée. Ce plan existe uniquement pour nous signifier de manière purement visuelle la tension dans cette scène, sans faire intervenir Aragorn en mode frérot, fais bellec ou je te lave le fiac. Voilà, ça, c'est le show don't tell. Bref, pour en venir à notre sujet, les créateurs du show veulent donc raconter une histoire de manière purement visuelle. Et les gars tenaient tellement à cette idée qu'ils avaient prévu de pitcher le futur animé au distributeur sans parler, avec juste un bon vieux diapo quoi. Bon, il faut vraiment que je vous parle rapidement de ces gars et de comment est né ce projet. Et vous allez voir que comme pour tout projet incroyable, celui-ci est arrivé après pas mal de galères. Joseph Bennett, alias Joe, est un artiste et réalisateur vivant à Pasadena, en Californie. Le mec c'est pas un clodo et a déjà sorti plusieurs projets. Lui et son compère Charles Wettner, qu'on appellera Charles du coup, réalisent ensemble un premier court-métrage d'animation en 2016, qui s'appellera Scavengers. Et oui, déjà, notre bon vieux Joe avait reçu une commande d'Adult Swim, mais si vous savez, Adult Swim. I'm Pickle Rick! Let's go, in and out, 20 minutes adventure. Il se rend donc au rendez-vous pour pitcher son idée, il a un peu les pétoches et met de côté son délire du pitch sans parler, un peu trop casse-gueule. Il commence donc à parler d'une planète alien, de personnages qui ne parlent pas du tout, d'un système d'autorégulation... Bref, tout semble assez flou pour le gars du studio, mais Joe a tellement à cœur son sujet que le type leur dira « Bon, les gars, je bite rien, mais vous m'avez l'air cool. Allez voir la secrétaire, elle va s'occuper des papiers. » Bingo pour Charles et Joe, ils vont pouvoir réaliser le court-métrage de leur rêve en toute liberté. Le projet n'aura donc aucun dialogue, montrera au public 2 personnages complètement paumés sur une planète extraterrestre et en plus ils seront payés pour faire ça. Ni une ni deux, ils récupèrent le chèque et se mettent au travail. Et vu que le budget est vraiment ridicule, ils font ce qu'on aurait tous fait. Ils appellent des potes pour venir bosser gratos sur le projet. Quelques mois plus tard, le projet est prêt. Ils demandent donc un rendez-vous avec Adult Swim qui les reçoit et devinez quoi? Arrivé là-bas, ils se mangent un énorme... PTDR? T'es qui? Ah! Est-ce que vous imaginez le truc? Ça fait plusieurs mois que vous bossez tout excité sur votre projet, vous avez embarqué avec vous tous vos potes en leur soutenant à eux et à votre famille que c'était la chance de votre vie pour qu'ils bossent gratos pour vous, et c'est tout juste si les types qui vous ont filé un billet vous reconnaissent. La loose. En même temps, c'était tellement un projet qui n'intéressait pas grand monde, bizarroïde, et à qui le studio avait accordé presque pas de budget, qu'il va falloir plusieurs heures à nos amis pour que quelqu'un chez Adult Swim finisse par récupérer leur projet et le propose à la diffusion. C'est pour le jour de Noël en 2016 que leur court-métrage sera diffusé. Pas une, mais 2 fois. Il sortira sur Toonami, une sorte de méga show, où plusieurs cartoons US et des animés japonais s'enchaînent. Bien que les horaires de diffusion ne soient pas idéales, le court-métrage ne laisse pas indifférent. Il sera rediffusé en 2018 et en 2019, toujours sur Toonami. Ok, je sais ce que vous vous dites. Comment des idées pareilles peuvent sortir du cerveau de quelqu'un ? Et c'est là où il faut absolument qu'on se pose 2 minutes sur les passions de Joe. À l'époque, Joe était obsédé par les travaux de James Lovelock et de Lynn Margulis. Ces noms ne vous disent rien et à moi non plus. Et pourtant, ces 2 scientifiques ont travaillé sur une théorie qui sera centrale pour notre cher ami Joe. L'homéostasie. Bon, on n'est pas chez Dirty Biology et heureusement. Mais pour la compréhension de la vidéo, voilà le topo. Vous êtes prêts? Allez, on se concentre. En gros, l'homéostasie, c'est une théorie qui propose un processus d'autorégulation au sein d'un système, afin d'y maintenir une constante.
genre la température par exemple. Du coup, dans les années 70, James et Lynn spéculent que notre planète utiliserait les plantes comme moyen d'atteindre cette homéostasie, et ainsi réguler les températures de notre planète. Et c'est en découvrant cette théorie d'un monde qui serait connecté de manière naturelle et drivé par la nature vers un but commun que notre cher Joe pète son crâne. Mais c'est pas la seule chose auquel Joe s'intéresse à ce moment-là. On s'est tous maté des vidéos de ce genre. Parce que c'est tellement satisfaisant de voir un enchaînement de petits mécanismes parfaitement cadencés qui jouent tous leur rôle à la perfection sur un timing millimétré. Ce genre de vidéo, ça s'appelle des Rube Goldberg Machines. Le nom vient de Rube Goldberg, un dessinateur des années 30 qui avait proposé un dessin animé où un personnage fait toute une installation pour que sa simple serviette essuie sa bouche de manière automatisée. Et maintenant, vous commencez à comprendre ce qui a fait tilt dans l'esprit de Joe. Ça y est, l'idée de Scavenger Rain a commencé à germer. Après le petit succès qu'a été leur court-métrage ainsi que ses rediffusions, Joe et Charles créent un pilote de la future série et la proposent en premier lieu, et en toute loyauté, à ceux qui leur ont donné leur chance, Adult Swim, qui passeront à côté de la proposition. Trop adulte, pas assez drôle, public de niche, bref, c'est non. Qu'est-ce que vous dites? C'est ça, nouveau problème. Après plusieurs mois d'errance, ils créeront donc leur studio d'animation en 2020, Green Street Pictures, et enverront leur pilote à tous les distributeurs connus de l'époque. Ils subiront pas mal de refus et c'est en 2021, en pleine pandémie, qu'HBO Max leur fera une proposition. Et là, on ne rigole plus. Déjà, ils n'auront que 80 semaines de production et pas une de plus. Ensuite, adios le court-métrage sans dialogue, ici il leur sera imposé que les personnages parlent. Ils leur donneront accès à une équipe de gens talentueux travaillant aux quatre coins de la Terre, un budget conséquent à gérer et pas mal de contraintes. Pour Joe, la première épreuve sera d'apprendre à déléguer et à faire confiance, même s'il confiera qu'il ne pouvait s'empêcher de prémonter certains des animatics de son côté. Le processus de création est complètement différent de ceux qu'ils ont connus. Là où en 2016, pour leur court-métrage, on passe ces étapes les unes après les autres, on commence par la tâche A, puis la B, puis la C, ici, tout se fait en même temps. On écrit les dialogues pendant qu'on dessine les personnages, et on fait les dessins des décors alors que le scénario n'est même pas encore achevé. Une forme de chaos organisé, de symbiose se crée au sein de ce projet. Et tout comme le show qu'ils bâtissent, ici, tout est interdépendant et chacun est lié à l'autre. On a pu entrer en contact avec Nicholas Snyder, le GOAT, qui a composé les musiques de Scavenger Rain. Et lui aussi nous confirme qu'au vu de la vitesse à laquelle le show avançait, il était obligé d'y aller au feeling. Et un échange créatif s'est très vite mis en place. Parfois, il recevait des animatics qui l'inspiraient musicalement, et d'autres fois, c'est lui qui donnait le ton en envoyant aux équipes ses récentes compositions. C'était très organique, fluide, et il bossait très souvent dans la même pièce que Joe, ce qui lui permettait d'obtenir facilement des validations. Et si le style old school des dessins est clairement inspiré par des œuvres comme Les Maîtres du Temps, Mobius ou Perfect Blue, l'histoire, elle, au contraire, prend plutôt son inspiration de live action, comme Le Dernier des Mohicans, Sorcerer, The Revenant, 28 jours plus tard, ou encore Manchester by the Sea. En écoutant beaucoup d'interviews de Joe et des autres membres du projet, il en ressort une profonde gratitude envers les gars de chez HBO Max qui ont cru dans leur projet, là où personne ne leur donnait leur chance. Ils ont pris un risque et accepté toutes les idées de la série, même les plus étranges. Joe dira à leur sujet « Il y avait tellement d'occasions pour Max de nous rabrouer, de nous restreindre et de nous empêcher d'accomplir notre vision que le show aurait très bien pu ne jamais exister. Et bien au contraire, ils nous ont fait confiance et le succès du show vient aussi de la liberté créative qu'ils nous ont donnée. » Et même si ces gros fils de n'ont pour le moment pas release la série en Europe et qu'elle est uniquement dispo aux US, on va quand même dire merci à HBO Max sans qui je n'aurais pas pu binge-watcher cette série de cinglés qu'est Scavenger Rain. Et non, cette story n'est pas sponsorisée par eux, mais si jamais ils passent sur cette vidéo, sachez qu'on adore l'argent.